Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Oversea. Alors, le thème du jour, perspective 2025 sur le transport maritime. Aujourd'hui, on se concentre sur le maritime, sur les deux trades principaux, l'import-Asie et l'export vers les US. Dans le contexte actuel, à quoi s'attendre? Alors, pour nous éclairer aujourd'hui, nous avons Héloïse, que vous connaissez très bien. C'est notre experte maritime chez Oversea. Et de mon côté, je suis Valentine. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis responsable de compte chez Oversea et je vais m'occuper de l'animation. Alors, nous allons démarrer dans quelques instants. On attend juste que tout le monde se connecte. On attend quelques secondes, quelques minutes. Alors, je vais en profiter pour vous présenter rapidement Oversea. Si certains d'entre nous sont là pour la première fois, déjà bienvenue. Nous sommes commissionnaires de transport, un commissionnaire de transport digital. On exerce depuis plus de 7 ans pour optimiser la supply chain de nos clients. Aujourd'hui, vous le voyez, on accompagne plus de 700 chargeurs dans leur transport au quotidien, des chargeurs présents dans le monde entier, dans des industries variées. Vous avez quelques exemples qui s'affichent à l'écran. Donc, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui participent à ce webinaire aujourd'hui. On est ravis de vous accueillir et nous allons vous partager maintenant et puis également à la fin de ce webinaire un lien pour prendre rendez-vous avec nous si vous souhaitez échanger avec l'un de nos experts. Le plan du jour, le sommaire, il est simple. On va commencer par un rapide rappel du contexte international. Ensuite, on analysera en détail la situation du marché sur l'export vers les États-Unis et on finira par le trade un peu star, l'import-Asie, puisque aujourd'hui, toutes les usines reprennent le travail au lendemain du Nouvel An chinois. Alors, dernière information, avant de se lancer, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation, dans l'espace prévu à cet effet, en bas à droite de votre écran. On aura à la fin un temps d'échange prévu pour y répondre en direct à la fin de ce webinaire. Bon, je vois qu'il est 11h03, on va commencer tout de suite. Les dernières personnes se connectent. Alors, déjà sur la première partie, donc avant d'entrer dans le vif du sujet sur la situation des différents marchés, j'entends l'import-Asie et l'export US, il est important pour nous de faire un tour d'horizon des éléments du contexte mondial qui ont un impact aujourd'hui majeur, comme vous le savez, sur le transport international. Héloïse, bienvenue à ce webinaire. Est-ce que tu peux nous faire un résumé de l'actualité de ces dernières semaines? Bah oui, tout à fait. Merci beaucoup, Valentine. Et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau webinaire. Alors ouais, effectivement, on va pas faire un tour exhaustif de tout le contexte mondial. Ça serait un peu long, mais en tout cas, il y a selon nous 3 éléments très importants à prendre en compte en ce moment et qui permettent vraiment de mieux analyser les différents marchés. Le premier élément, c'est l'investiture de M. Trump à la présidence des États-Unis, avec donc 2 choses qui viennent bousculer un petit peu le marché du transport. La première chose, c'est l'augmentation des droits de douane que Donald Trump a annoncé, donc plus 10% sur les importations chinoises, 25% sur l'acier et l'aluminium. Et en ce qui concerne l'Europe, les discussions sont toujours en cours et pour l'instant, les décisions ne sont pas encore prises. Mais en tout cas, on va plutôt vers une augmentation des droits de douane sur les marchandises en provenance d'Europe. Le deuxième point sur la politique de M. Trump, c'est les relations diplomatiques avec le Panama. Vous savez que Donald Trump, on va dire, craint un petit peu l'influence chinoise dans la région et donc exerce une pression en ce moment sur le gouvernement du Panama pour récupérer une mainmise ou en tout cas une influence sur le canal de Panama par lequel transite, alors ça dépend un peu des sources, mais on va dire environ quand même 40% des conteneurs américains. Donc voilà pour ce premier élément. Le deuxième élément très important de contexte qui vient impacter tous les trades, c'est le renouveau des alliances maritimes qui a beaucoup d'impact marché en ce moment. Donc la nouvelle très importante, c'est le lancement de cette nouvelle alliance Gemini avec les compagnies donc Maersk et Hapag qui propose un nouveau type de réseau, un nouveau type de service qui n'existait pas vraiment en fait aujourd'hui sur le marché.
en choisissant des hubs principaux par lesquels vont transborder tous les services maritimes. Donc, les hubs d'Europe sont Rotterdam au nord, Tanger en Méditerranée, et en Asie, ça sera plutôt le port de Tanjung, donc il y a un port Maersk en Malaisie. Et donc, ce deuxième point aussi sur les nouvelles alliances, on a aujourd'hui la prédominance de MSC qui s'impose de plus en plus comme le leader du marché en termes de capacité et qui se permet aujourd'hui de faire cavalier seul et qui prend donc des décisions qui ne sont pas tout à fait les mêmes décisions que avant. Voilà pour ce deuxième élément de contexte. Et le troisième élément de contexte mondial à avoir bien en tête, c'est l'évolution ou plutôt la non-évolution de la situation en mer Rouge. Aujourd'hui, on est dans une situation de trêve, de cessez-le-feu à Gaza, qui dure depuis le 19 janvier, le 19 janvier. Et donc, les Houthis ont cessé leurs attaques visant les navires marchands en mer Rouge et ont libéré les otages du Galaxy Leader. Donc, on est plutôt dans le sens d'une amélioration. Cela dit, la paix reste très, très fragile dans la zone, notamment suite encore aux déclarations de M. Trump récemment sur la bande de Gaza. Et donc, en tout cas, ce qui nous intéresse sur la partie transport et commerce maritime, les compagnies maritimes, elles estiment aujourd'hui qu'il est toujours trop dangereux de passer par la zone de la mer Rouge et par le canal de Suez, et elles pérennisent leurs services via le Cap de Bonne-Espérance pour au moins, alors ça reste des estimations, mais c'est les estimations qu'on a des compagnies, à minima sur le premier semestre. Donc en fait, pas d'évolution aujourd'hui de la situation en mer Rouge. Voilà, donc on est dans un contexte mondial qui est encore une fois assez inédit, hein, avec des problématiques qui vont se poser pour les compagnies maritimes et pour les chargeurs. Ok, super. Merci pour ce tour d'horizon. Ça va vraiment permettre de mieux comprendre l'analyse, les deux analyses qui vont suivre. D'abord sur le transatlantique et puis ensuite sur l'import Asie. Donc, regardons sur le premier flux qui nous concerne aujourd'hui, le flux transatlantique. Tu parlais donc de l'impact du retour de Donald Trump au pouvoir et des nouvelles alliances maritimes. Aujourd'hui, quels sont les impacts constatés sur le marché transatlantique ? Alors ouais, sur le marché transatlantique, en fait, on a eu une année qui a commencé plutôt calmement, avec un mois de janvier calme, surtout parce que certains exportateurs avaient un peu temporisé leurs exports en raison des grèves qui étaient annoncées en janvier, qui finalement n'ont pas, enfin des grèves des dockers américains qui annoncés en janvier, qui finalement n'ont pas eu lieu. Mais ce répit a été quand même de courte durée. Et aujourd'hui, on fait face à un afflux de cargo chez certaines compagnies, et notamment sur les compagnies Ocean Alliance, donc CMA-CGM, OOCL, COSCO, Evergreen. Et ça s'explique comment ? En fait, c'est le lancement de la nouvelle alliance Gemini qui, on se rend compte, a eu un accueil plutôt mitigé sur le marché. De leur côté, donc du côté de Maersk et d'Hapag, eux, ils estiment que ce lancement est une réussite puisque aujourd'hui, ils ont à bord plus de cargo que ce qu'ils avaient individuellement chez Maersk et chez Hapag. Donc, réussite de leur côté. N'empêche que nous, ce qu'on constate en tant que transitaire et ce que vous pouvez constater en tant que chargeur, c'est qu'il y a eu quand même un afflux massif de cargo vers les services de Ocean Alliance. Et concrètement, aujourd'hui, Ocean Alliance sont pleins jusqu'à mi-mars, alors que Gemini peuvent charger globalement la semaine prochaine, quoi. Donc, on a vraiment un trade transatlantique aujourd'hui à 2 vitesses en fonction des compagnies maritimes et des différents niveaux de services qui sont proposés. Et donc, qui dit contrainte sur la capacité, surtout sur Ocean Alliance, dit forcément, on sait, augmentation de taux. Et donc aujourd'hui, toutes les compagnies maritimes, et en fait toutes sauf Gemini, ont annoncé des peak season surcharges à partir du mois de mars, donc une augmentation des taux spot. On parle dans l'ordre de grandeur de 700 à 900 $ par conteneur dry, près de 1300 à 1500 $ pour les conteneurs reefer. Donc encore une fois, ça concerne l'augmentation des taux spot. Et donc voilà, ces PSS sont appliqués par Ocean Alliance, par MSC également, et pour l'instant en tout cas, pas par Gemini qui propose toujours des tarifs très intéressants. Ensuite, on peut se poser la question, et Trump dans tout ça, puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup de Donald Trump et on parle beaucoup de l'impact sur le transatlantique qu'il peut avoir. Y a-t-il un effet Trump constaté aujourd'hui ? La réponse, c'est pas tellement aujourd'hui. Comme je vous le disais en intro, pour l'instant, Donald Trump n'a rien annoncé d'officiel concernant les droits de douane sur les importations en provenance d'Europe. Et sur la partie canal de Panama, on a aujourd'hui beaucoup de paroles, beaucoup de menaces, on va dire une pression diplomatique, mais aujourd'hui, on ne constate pas d'impact concret sur le transatlantique et sur les taux de fret et sur la capacité. En revanche, si Donald Trump venait à annoncer des droits de douane délirants, par exemple, en provenance d'Europe, on pourrait observer un rush cargo juste avant, puis après des importateurs américains qui essaieraient de ressourcer leurs imports pour payer moins de droits de douane, et donc moins de cargo à terme. Mais en tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que pour l'instant, on n'a pas d'effet sur le trade qui nécessite une prise de décision à court terme de la part des transitaires et de la part des chargeurs. Ok, merci Héloïse pour cette présentation. Donc du coup, pas de cargo rush, c'est une très bonne nouvelle.
Par contre, une capacité limitée, voire très limitée pour charger sur les services d'Océan Alliance avec des navires pleins jusqu'à mi-mars. Du coup, quelles sont selon toi les perspectives, si on se projette un peu plus loin dans les mois à venir, et les recommandations que tu pourrais nous formuler? Ouais, alors déjà, sur la partie perspective concernant les PSS, vous le savez, sur le transatlantique, il est coutume d'annoncer des augmentations de taux très hautes et 30 jours avant. Ça, c'est une règle un petit peu, c'est lié à des règles légales du FMC. Mais ces PSS, il est pas du tout rare de les voir mitigés au dernier moment. Et donc, aujourd'hui, c'est difficile de savoir si ces PSS vont être mitigés puisque le cargo existe et donc la demande, en tout cas, semble soutenir ces PSS, en tout cas sur une partie de la capacité, et notamment sur les navires d'Ocean Alliance, de MSC, etc. Mais il y a quand même une chance que les PSS annoncés ne soient pas aussi fortes que celles qui sont annoncées aujourd'hui. Et ça, on y verra beaucoup plus clair dans les prochaines semaines, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Ensuite, en ce qui concerne nos conseils, notre premier conseil, c'est vraiment d'anticiper au maximum vos expéditions. En ce moment, les navires de la plupart des compagnies sont pleins jusqu'à mi-mars. Et donc, très concrètement, aujourd'hui, si vous souhaitez charger sur Ocean Alliance, il faut passer vos bookings aujourd'hui pour des départs sur la deuxième quinzaine de mars. Donc, il y a quand même une certaine anticipation qu'il faut avoir. Et l'exception dont je vous parlais tout à l'heure, c'est Gemini. Donc, si jamais vous avez un besoin de vider votre stock rapidement, vous pouvez toujours utiliser les nouveaux services aujourd'hui qui existent chez Maersk et chez Hapag. Gemini a de la place et pour l'instant, il n'annonce pas de PSS pour le moment. En revanche, c'est des services en transbordement et donc qui ont, si vous êtes habitué aux 8 jours de port à port de CMA-CGM par exemple, c'est vrai que c'est un service qui est un petit peu différent. Donc voilà, pardon. Premier conseil, anticiper. Deuxième conseil, il porte sur la contractualisation, long terme ou moyen terme, puisque on le voit en ce moment, lorsque le trade se tend un petit peu, les compagnies, elles ont tendance à mettre en place des augmentations de taux, des GRI, des PSS. Et en fait, la contractualisation, elle vous permet très souvent d'être préservé de ces augmentations sur la validité de votre engagement. Donc, l'engagement classique sur le transatlantique, c'est souvent au trimestre. Ça peut également être au semestre. Et donc, la contractualisation reste un très bon moyen pour maîtriser vos coûts et maîtriser votre budget transport. Donc, si vos volumes sont suffisamment récurrents, on vous invite vraiment à vous rapprocher de votre transitaire habituel pour mettre en place ces solutions de contractualisation. Et ensuite, le troisième conseil, il porte sur les taux spot et sur l'utilisation des taux spot, notamment avec la compagnie Maersk, vous savez, qui est le leader du marché sur le spot. Aujourd'hui, les solutions en spot, ça peut être de très bonnes solutions si vous avez besoin de maîtriser votre budget, puisque le spot est très intéressant en ce moment. Et si vous avez besoin d'un départ rapide, puisque le spot vous donne un départ garanti. Néanmoins, on vous met quand même en garde contre quelques risques qui sont associés au spot. Le premier risque, c'est qu'en fait, en faisant uniquement du spot, vous ne faites pas peser vos volumes auprès d'une compagnie maritime pour obtenir un meilleur contrat par la suite. Et donc, dès que le marché va monter un petit peu, forcément, le spot va suivre et donc vous n'avez pas vraiment d'engagement en termes de prix. Ensuite, le spot, ça vient souvent avec des coûts supplémentaires en cas de modification et d'annulation du booking. Donc, il faut être très, très sûr de ces dates de départ pour utiliser les solutions spot. Et ensuite, ce que je disais un petit peu, il y a quand même toujours aujourd'hui un point d'interrogation sur la qualité de service, puisque ce sont des services en transbordement. Et attention, quand je dis un point d'interrogation, ça ne veut pas dire que la qualité de service est mauvaise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a moins de recul sur ce nouveau type de service sur le transatlantique. Merci beaucoup, Héloïse. On a eu une très bonne analyse ici de ce qui se passe actuellement sur le transatlantique. On va passer maintenant à la troisième partie de ce webinaire sur le flux un peu star et qui vous concerne sûrement, l'import Asie. On a pu constater une chute des taux depuis quelques semaines, une chute forte avec plus de $2 000 en quelques semaines, qui est arrivée plus tôt qu'habituellement. Aujourd'hui, nous sommes le 20 février et la grande majorité des usines ont repris la production. Quelle est la situation aujourd'hui ? Ouais, alors effectivement, sur les trades d'import Asie, on a vu une chute vraiment vertigineuse des taux spot depuis fin janvier. Selon nous, c'est un peu l'effet conjugué de 3 causes différentes. La première cause, c'est un nouvel an chinois qui était plus tôt cette année, donc le pic a été plutôt observé en décembre et pas vraiment en janvier. Le deuxième effet, c'est un effet tout simplement offre et demande. Il y a en ce moment moins de demandes et plus de capacités disponibles. Le contexte économique est globalement moins bon pour les chargeurs. Le business est moins bon et donc il y a forcément moins de volumes qui sont transportés. Et sur la partie capacité, aujourd'hui, par rapport à l'année dernière, le routing via le cap de Bonne-Espérance a été complètement absorbé par le marché et ne crée plus de déficit réel de capacité. Donc voilà pour le deuxième effet.
Et pour le troisième effet, c'est encore une fois l'arrivée de l'Alliance Gemini, qui, je vous le disais en intro, vraiment disrupte le marché en ce moment. Donc, l'Alliance Gemini propose de nouveaux services en double transbordement pour la plupart des imports à Asie, donc à Tanjung et puis à Port-Tanger en Europe. Et en fait, Gemini a proposé vraiment des actions commerciales très, très agressives, des promotions au mois de février, donc avec des taux quasiment aux alentours des $2 500 en fait, qui sont venus casser le marché et qui ont vraiment contribué très fortement à la baisse des taux puisque toutes les autres compagnies se sont vues contraintes, on va dire, de suivre, quoi. Aujourd'hui, on est dans une situation d'attente un petit peu fébrile au post-Nouvel An chinois. On se demande comment va se passer le retour. Est-ce que les taux vont repartir à la hausse ou est-ce que la chute du marché va se poursuivre? En fait, pour le moment, on a plutôt des signaux de hausse du marché puisque toutes les compagnies maritimes ont annoncé des GRI, donc des General Rate Increase, à partir du 1er mars, avec donc une hausse des taux FAK annoncée entre plus 1500 et plus $2 500 en fonction des compagnies maritimes, et ce sur le Nord-Europe et sur la Méditerranée. Ok, donc il faut que nous, on s'attende à une hausse. Est-ce que selon toi, elle va être pérenne, cette hausse annoncée au 1er mars? Ça, c'est vrai que c'est la question que tout le monde se pose et aujourd'hui, on est tous un petit peu, on va dire, suspicieux sur cette GRI. En fait, il faut quand même noter que cette GRI, a été annoncée alors que les usines étaient encore fermées, que le trafic n'avait pas repris. Donc, il est assez évident que cette GRI, elle n'est pas liée vraiment à une demande réelle qu'on voit sur le marché, un état réel du marché, mais plus à une volonté des compagnies maritimes. Aujourd'hui, le retour du Nouvel An chinois, il est très honnêtement toujours assez mitigé sur les volumes. Il y a certes une reprise, bien sûr, parce que les usines réouvrent, mais on n'a pas non plus un énorme boom de la demande aujourd'hui. En tout cas, pas un boom de la demande qui semble justifier cette GRI qui est importante, quoi. Cette GRI, elle est plutôt liée en fait à une volonté double des compagnies maritimes. Première volonté, c'est endiguer la baisse des taux spot. C'est-à-dire que même si la dynamique de baisse des taux spot se poursuit, en fait, avec la GRI, tout simplement, on repart de plus haut. Et donc, ça préserve la rentabilité pendant un certain temps du business spot. Deuxième volonté des compagnies, c'est aussi couper court aux discussions sur les renégociations des contrats à long terme. Il y a deux choses. Les mois de mars-avril, c'est une saison d'appel d'offres. Donc, c'est une période où les compagnies vont donner des taux long terme. Et la deuxième chose, c'est que vu les taux spot pratiqués au mois de février, il y a beaucoup de chargeurs qui avaient contractualisé au mois de décembre qui sont revenus vers les compagnies en renégociant, en entamant les discussions de renégociation de contrats à long terme. Et en fait, les compagnies, elles veulent pas du tout en ce moment donner des contrats à long terme basés sur les taux spot de février parce que ça leur ferait donner des contrats à long terme probablement sous leur seuil de rentabilité. Et donc, le fait de mettre cette GRI en place, ça leur permet vraiment de gagner du temps sur la renégociation des contrats à long terme. Et ce qu'on pense aussi, c'est que même si la demande n'est pas tout à fait au rendez-vous, en tout cas pas pour le moment, ça peut encore changer dans les prochaines semaines, mais voilà, pour le moment, la demande n'est pas vraiment au rendez-vous. Les compagnies maritimes, elles vont tout mettre en place pour que ces GRI tiennent le plus longtemps possible. Et donc, elles peuvent pas jouer sur la demande, mais elles vont jouer sur la capacité. Et là, sur le mois de mars, il y a déjà énormément de blank selling qui ont été annoncés. Il y a par exemple 6 blank selling chez Ocean Alliance sur 4 semaines. Donc c'est vraiment énorme. C'est la même chose chez les autres alliances. Et donc, elles vont vraiment essayer de soutenir cette GRI en jouant sur la capacité pour la faire tenir le plus longtemps possible et le plus haut possible. Ok, donc bon, si je résume, une hausse des taux, pas tout à fait en ligne avec la réalité du marché, mais plutôt une volonté des compagnies maritimes d'enrayer cette baisse. Du coup, quelles sont les perspectives, tes recommandations? Est-ce que tu nous conseilles, par exemple, de partir plutôt sur des taux spot? En fait, c'est vrai qu'on ne sait pas encore si cette GRI va tenir et combien de temps elle va tenir. Mais ce qui est sûr, c'est que les compagnies vont tout faire pour que la GRI tienne. Et même si la GRI tient pas, si mi-mars, il y a plus de GRI qui tiennent et on est revenu sur des taux de février, en fait, les compagnies, on n'est pas du tout à l'abri qu'elles recommencent à mettre une GRI en place au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin ou même les 3 mois. Et donc, les perspectives sur les prochaines semaines et les prochains mois, c'est toujours la même chose. C'est quand même un marché qui va rester très instable et très volatile, en tout cas sur la partie spot, avec probablement quand même une tendance générale à la baisse, parce qu'on a vu que la demande n'était pas aussi forte cette année, mais toujours avec beaucoup de chaos sur les taux spot. Et donc, notre conseil principal, il est toujours assez constant, c'est vraiment de vous tourner vers la contractualisation long terme ou moyen terme pour essayer de stabiliser votre budget transport. Là, on a deux possibilités, un petit peu deux types de chargeurs. Soit vous avez un business qui est très très régulier et vous avez besoin d'un taux fixe, d'un taux stable sur toute l'année pour sécuriser votre budget, globalement de signer et de ne plus entendre parler de votre budget transport du reste de l'année. Et à ce moment-là, la contractualisation annuelle est à privilégier sur l'ensemble de vos volumes. Soit vous souhaitez quand même profiter de temps en temps du marché spot et garder quand même une flexibilité, mais dans ce cas-là, on vous conseille de contractualiser une partie de vos volumes seulement
et d'en garder une partie en spot ou en FAK. En fait, ce système, il vous permet de garder une flexibilité, d'ailleurs sur la compagnie utilisée, sur la partie spot, vous pouvez utiliser la compagnie que vous voulez, et aussi de profiter de taux agressifs, comme ça a été le cas par exemple au mois de février. En tout cas, ce qui nous paraît certain, c'est que le fonctionnement en 100% spot n'est plus la bonne solution dans le marché actuel, et j'ai envie de dire de manière plus générale dans l'ère post-Covid, puisqu'aujourd'hui on voit que les compagnies maritimes, elles ont le champ libre pour appliquer des augmentations de taux, même lorsque le marché est assez peu dynamique. Donc le 100% spot comporte toujours un vrai risque pour votre budget transport. Ok. Bon, merci Héloïse pour cette analyse précise de la situation actuelle et tes recommandations. Je vois qu'il est 11h21. Merci beaucoup pour votre attention à tous. On passe maintenant à la dernière partie de ce webinaire, la réponse à vos questions en direct. N'hésitez pas à les poser si vous en avez. Et vous verrez, on a également des personnes qui pourront vous répondre par écrit. Alors, je vais commencer par prendre les questions. Donc, première question, une question de Pierre-Yves. Quels sont les impacts des hubs Rotterdam et Tanger du coup pour l'Alliance Gemini? Pardon, j'avais coupé mon micro. Alors oui, les impacts pour l'Alliance Gemini de cette nouvelle politique de hub. Alors pour l'instant, on n'a pas d'impact réel et d'impact concret puisque, à ma connaissance, il n'y a pas encore de bateaux qui sont arrivés avec ces nouveaux services. Donc on a encore peu de vision sur les impacts réels globaux. Mais en tout cas, les impacts théoriques qu'on peut voir, il y en a un peu de deux types. Le premier type d'impact, c'est que les transit times qui sont annoncés par Gemini sont quand même bien inférieurs aux transit times qui sont annoncés, enfin, sont quand même inférieurs aux transit time classiques sur le trade. Donc, en gros, ce que Maersk et Hapag attendent, c'est une amélioration des transit time avec cette politique de hub. En tout cas, sur le papier. Parce que ce qu'on peut attendre comme autre type d'impact, vous le savez, le transbordement, c'est quand même jamais une assurance vie. Et ce qu'on peut attendre comme autre type d'impact, c'est globalement de la congestion au port de transbordement, potentiellement du rollover également au port de transbordement, et donc un allongement des transit time. Donc on a un peu deux situations. Soit ça marche très très bien et le système de navette fonctionne parfaitement bien, et à ce moment-là, ça peut être un service qui est très robuste et qui fait même gagner quelques jours de transit time. Soit ça peut être un service, on va dire, un peu plus d'un peu moins bonne qualité de service avec ce double transbordement, avec peu de visibilité sur les rechargements dans les ports de transbord. Il faut dire aussi que pour la plupart des chargeurs, je pense qu'il est quand même mieux d'avoir un transit time annoncé long mais fiable qu'un transit time annoncé court mais peu fiable, parce qu'en fait un transit time peu fiable, surtout si c'est au transbordement sur le port en Europe, ça veut dire que c'est très compliqué de prévoir les prises de rendez-vous pour les livraisons et tout ça. Si les navires se décalent jour après jour, en fait, ça vous donne très peu de visibilité sur votre planning de livraison. Donc, c'est vrai que pour l'instant, nous, on le voit plutôt comme un service un petit peu plus économique, on va dire, dans le positionnement par rapport à d'autres services qui peuvent être un peu plus premium. Mais on fera un bilan peut-être dans un mois ou deux quand on commencera à avoir beaucoup de conteneurs qui sont arrivés et pour voir si ces services, on va dire, remplissent leurs promesses. Alors, merci pour ta réponse, Héloïse. On va passer à un sujet brûlant, le sujet brûlant du moment, sur les grèves. Une question de Justine. Comment évolue la situation dans les ports français avec les grèves actuelles? Je peux prendre une partie de la question et ensuite je pense que toi, Valentine, ça serait aussi intéressant que tu donnes ton point de vue parce que toi, tu es vraiment en contact on va dire quotidien avec les clients au niveau opérationnel, mais c'est vrai que de manière générale, on est dans une période de grève au Havre qui semble durer. Pour le coup, la crispation sociale a pas vraiment l'air de se résoudre, donc pour l'instant, la situation elle est pas en voie d'amélioration. Et donc, ce qu'on observe très concrètement, c'est des problèmes opérationnels au port du Havre, donc des difficultés de déchargement, un manque de visibilité, un manque de visibilité sur les opérations, que ça soit les opérations, on va dire, au niveau du navire, donc déchargement des conteneurs, mais aussi les opérations au niveau du trucking, donc de la livraison, le fait d'aller chercher les conteneurs et de les livrer chez vous. Donc voilà, des retards à prévoir et des congestions. Cette situation, elle commence à déborder sur les autres ports, on va dire, de report, donc Dunkerque et Anvers. On commence à avoir beaucoup de congestion, surtout au niveau maritime, sur le port de Anvers.
même si aujourd'hui, c'est vrai que notre recommandation, ce serait quand même d'éviter, il me semble, le port du Havre et de basculer plutôt vers un port alternatif. Je sais pas si Val, toi, tu veux compléter un petit peu cette réponse-là. Ouais, oui, exactement. En fait, aujourd'hui, c'est une situation très, très, très compliquée pour sortir les conteneurs au Havre et elle va pour l'instant durer. Cette semaine, il n'y a que mardi où les dockers ont vraiment travaillé toute la journée. Sinon, on a eu et des grèves perlées et des arrêts totaux de travail sur toute une journée. Donc, nous, après, côté opération, c'est super compliqué de réussir à avoir des rendez-vous au Havre pour faire sortir les conteneurs. Effectivement, ça se décale, les navires se décalent, donc ce qui veut dire que quand on prévoit une livraison, il faut souvent la décaler après avec les entrepôts, ce qui peut générer également de la frustration de leur côté. Donc aujourd'hui, malheureusement, les solutions sont assez peu limitées. Donc soit on fait des changements de destination, donc on demande à la compagnie de changer le port d'arrivée, ça coûte cher, ça engendre des frais supplémentaires et c'est pas toujours possible. Ça dépend de où est situé votre conteneur sur le navire. Après, il y a des petites solutions alternatives, c'est-à-dire que au lieu de faire une livraison en livraison 100% camion, on peut faire du ride truck, c'est-à-dire que on bascule pour éviter les frais de stationnement portuaire, stationnement terminal. On bascule votre conteneur du terminal portuaire au terminal ferroviaire et du coup, les frais diminuent. Et c'est là où aujourd'hui, les grèves sont très intenses. Et dans vos négociations, si vous avez des négociations contractuelles qui arrivent, c'est important aussi de négocier ce qu'on appelle le free time. Parce que plus vous avez de free time, aujourd'hui, nous, on a des contrats qui ont 14, 21 jours de free time, forcément, vous payez moins de frais que si vous avez des free time standards de 5 jours. Où là, vous êtes assuré de payer des frais supplémentaires au Havre, en tout cas. Alors, on va basculer sur une autre question. Alors, on va refaire un petit point greffe. Quelles sont les revendications des dockers? C'est une revendication sur la réforme des retraites et notamment la prise en compte de la pénibilité, notamment liée à l'amiante. Donc aujourd'hui, ils veulent faire rentrer cette notion-là dans leur package pour les retraites et c'est pour l'instant pas pris en compte par le gouvernement. Donc, on ne sait pas encore si les grèves vont continuer sur mars. Pour l'instant, c'est bien parti, mais on peut avoir une bonne surprise en début de semaine prochaine. C'est vrai qu'on voit que le sujet grève intéresse beaucoup. D'habitude, on n'a que des questions de contractualisation import-Asie. Et là, je remarque que les grèves, c'est les 5 premières questions les plus votées. Et alors oui, effectivement, pour répondre à Karine, il y a, à la grève dans les ports français, il y a un risque de surcharge-congestion à Anvers. Après, pour l'instant, il y a je crois pas qu'il y ait de surcharge-congestion qui soit appliquée, en tout cas par le port. Mais effectivement, si la grève vient à durer, il y aura probablement, et puis ça va probablement s'étendre aussi au port de Rotterdam, au port de Zeebrugge, au port de Dunkerque, etc. D'ailleurs, sur Dunkerque et Anvers, là, on voit, la situation est beaucoup plus fluide. C'est sans commune mesure avec le Havre, mais on peut mettre 1 ou 2 jours de plus à réussir à faire sortir les conteneurs. Bon, mais rien à voir avec le blocage intense qu'on connaît aujourd'hui au Havre. Alors après, on peut peut-être prendre quelques questions sur les différents trades. Alors, une question par exemple de mais je l'ai perdu, pardon. Ah oui, une question intéressante sur l'export US. Il n'est plus possible de charger en direct depuis Fos vers les USA, uniquement via le nord. Effectivement, les nouveaux services Ocean Alliance et Première Alliance comportent maintenant un transbordement depuis Fos vers la côte est des États-Unis, et je pense que le transbordement se fait à Valence. Et si il est toujours possible de charger en direct, je crois juste avec MSC, il me semble. Donc voilà. Mais effectivement, alors MSC a beaucoup de capacité sur le Transat. C'est la plus grosse compagnie sur le Transat, d'ailleurs sur tous les trades quasiment. Mais voilà. En tout cas, il y a beaucoup moins de services directs sur Fos. Maintenant, il faut voir aussi la qualité entre guillemets. Alors la qualité, c'est pas le bon mot, mais la performance du port de transbordement. Valence, c'est un très bon port de transbordement. Tanger Med, de fait, c'est plutôt à la base un port d'import qu'un port de transbordement. Donc voilà, chaque transbordement ne se vaut pas et la qualité de service ne se vaut pas à chaque fois. Alors, on va peut-être maintenant prendre une question concernant plutôt MSC. Comment se comporte MSC depuis la fin de leur partenariat stratégique?
Alors effectivement, MSC a pris la décision de ne plus s'allier, en tout cas pas dans une alliance maritime avec d'autres compagnies maritimes. Aujourd'hui, MSC a, je crois, à peu près 20% de capacité, de la capacité mondiale, donc est évidemment le leader du marché. Et c'est une position que MSC vraiment entend bien garder pendant longtemps. Ils ont aussi des carnets de commandes de navires qui sont très très importants. Donc voilà, MSC veut vraiment faire cavalier seul et s'imposer comme le leader du marché. Par contre, il faut quand même dire que MSC ont fait quelques partenariats stratégiques, alors pas sous la forme d'alliance, mais sous la forme de VSA, donc Vessel Sharing Agreement, qui est un peu moins fort que l'alliance maritime, et notamment avec la nouvelle alliance, Première Alliance, qui est en fait The Alliance, mais sans Hapag-Lloyd, donc HMM, Yang Ming et One Line, qui aujourd'hui devient une petite alliance en termes de capacité. Et donc voilà, MSC partage avec Première Alliance pas mal de navires, notamment sur le flux import-Asie. Donc je pense que c'est sur le service qui nous intéresse, nous en France, c'est le Swan, chez MSC, qui est, je crois, le FE4 ou le FE5. Enfin voilà, donc c'est un service qui est quand même de très très bonne qualité. Et donc MSC a aussi vraiment renforcé sa qualité de service sur le marché France, en faisant du Havre le premier port touché sur quelques services, et donc a vraiment amélioré ses transit time théoriques, en tout cas, pour vraiment se rapprocher de ce que pouvait faire Ocean Alliance. Donc quid de MSC? La réponse, c'est pour l'instant, MSC se porte bien, et toujours et de plus en plus leader quand il s'agit de baisse de taux ou de hausse de taux, quoi. Voilà, MSC est vraiment aujourd'hui ce qu'on appelle le market maker, quoi. Alors, on va prendre encore 2 questions. Déjà, une question de Benoît. Les grèves peuvent-elles continuer en mars et en avril? Oui, elles peuvent continuer en mars et en avril. Pour l'instant, on n'a pas encore de visibilité. Les dockers vont prendre la décision pour mars dans les prochains jours. Ils vont voir en fait si le gouvernement est réceptif ou pas à leur grève. En tout cas, l'impact est énorme, et en termes de congestion et en termes de frais pour vous. C'est vraiment des grèves qui impactent énormément l'économie française. Donc, on verra ça dans quelques jours. On vous tiendra informés. En tout cas, nous, on essaye de régulièrement tenir informés nos clients de tout ce qui se passe dans les ports. Peut-être pour la dernière question, une question sur la contractualisation, une question d'Héloïse, enfin mon homonyme, qui nous a été posée. Mon transitaire actuel m'a recommandé de ne pas contractualiser. Qu'en pensez-vous? Alors nous, ce qu'on conseille très fortement, ce qu'on disait en dernière partie du webinaire, c'est que la contractualisation préserve toujours les chargeurs des fluctuations du marché. Et les fluctuations du marché, elles arrivent quand le marché est haut, mais aussi quand le marché est bas. Donc là, pour le coup, pas vraiment de nuance en fait dans ma réponse, parce que la contractualisation, nous, c'est vraiment un conseil qu'on donne à nos clients. Plusieurs formes de contractualisation sont possibles. On vous impose pas, on vous conseille pas de forcément contractualiser sur un taux annuel l'intégralité de vos volumes avec une seule compagnie maritime et un seul transitaire. C'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. Ce modèle-là peut fonctionner pour certains clients, mais contractualiser, ça veut pas forcément dire rester totalement rigide sur la plupart de vos transports. Vous pouvez contractualiser une partie de vos volumes et garder une autre partie en spot et en FAK pour bénéficier quand même de flexibilité sur une partie de vos volumes. Mais la contractualisation, ça vous donne de l'assurance quand même et de la sécurité sur une partie des volumes, surtout dans un marché où les compagnies maritimes peuvent mettre en place des GRI à tout moment, quoi, comme ce qu'on voit en ce moment. Donc nous, vraiment, la contractualisation, c'est une de nos recommandations principales. Plusieurs modèles de contractualisation, et on vous invite vraiment à vous rapprocher de votre transitaire pour discuter de votre situation, on va dire, individuelle et de vos flux, quoi, pour adapter un peu la solution à vos flux. Super. Eh ben, écoutez, je vois qu'il est 11h33. On a légèrement dépassé le temps. Vous avez nos contacts à Héloïse et à moi. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. On sera ravis d'y répondre. On vous remet également le lien pour prendre rendez-vous avec nous. Si vous avez des questions sur votre situation, on sera ravis de prendre ce temps d'échange avec vous. Merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire. On continuera d'en organiser. Je vois que ça a un grand succès. Donc, on va continuer d'en organiser. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis du coup à très bientôt. Merci beaucoup à tous pour votre participation et je vous dis à très bientôt, probablement au mois prochain. Au revoir.